Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre accueil. Et je voulais remercier en particulier mes collègues de l'Institut de mathématiques avec qui je travaille effectivement depuis longtemps et qui m'ont réservé un accueil particulièrement remarquable depuis que je suis arrivée hier. Je vais effectivement vous parler un petit peu de mathématiques, d'informatique, de cryptographie. J'espère que chacun va y trouver son compte. Vous allez voir que la linguistique et la cryptographie ont quelque chose à voir. Et puis vous allez voir quelque chose que je vais vous expliquer quelque chose que vous savez sans doute pas. C'est que l'Université de Toulon et l'Institut de mathématiques a contribué de façon importante à la cryptographie qui est standardisée et que vous avez tous dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, quelque chose qui vient de l'Institut de mathématiques de l'Université de Toulon, mais vous ne le savez pas. Voilà. Donc vous êtes quelque part dans un temple de la cryptographie mondiale, sans le savoir, et je suis très contente de venir faire cet exposé ici. La meilleure défense, c'est l'attaque. Napoléon Bonaparte, en fait, c'est parce que je suis fan de foot. En foot, moi, je suis plutôt comme Didier Deschamps. Je trouve plutôt que la meilleure défense, c'est la défense. Mais je vais vous montrer qu'en cryptographie, en sécurité informatique, c'est pas le cas. Je pense que c'est vrai, pas que pour la sécurité informatique, mais pour la sécurité tout court. Quand on fait de la sécurité nucléaire, il faut aussi qu'on réfléchisse aux attaques. Donc, quel est le contexte ? Le contexte, vous le connaissez tous. Vous lisez, vous entendez ça à longueur de journée. Au XXIe siècle, les données sont un nouvel or noir. Pourquoi ? Parce qu'avec Internet, la multiplication de stockage, la numérisation des process, bien sûr, on génère plein de données. Et puis, avec ces données, on peut faire gagner beaucoup d'argent, on peut faire plein de choses. Et donc, un nouvel or noir, quand il y a de l'or, quelle que soit sa couleur, en général, il y a une ruée vers l'or, et c'est effectivement ce qui se passe. Vous avez tous entendu parler de ça, il y en a tous les jours. Les données personnelles de dizaines de millions de Français piratées sur les bases de données de France Travail. Les hôpitaux, on a parlé de l'université de Saclay, même si la question est un petit peu différente. Piratage de l'hôpital d'Armentières, 1 million de données patients publiées. Et puis la dernière, elle date d'il y a 2 jours. Vous avez tous entendu parler, ces grandes chaînes de magasins. Là, c'était Truffaut, il y a eu Boulanger cette semaine, qui se sont fait pirater, dont un prestataire s'est fait pirater les données clients. Comment on résiste à ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, pour résister à ce genre d'attaque, il faut protéger les données. Donc, on utilise des protocoles de sécurité, ce qu'on appelle des protocoles cryptographiques. Alors Pascal, on a un petit peu parlé à quoi ça ressemble un protocole. Je ne vais pas vous détailler ça, c'est juste pour illustrer, pour vous montrer, vous donner un petit peu le parfum de à quoi ça ressemble. Ça, c'est un protocole qui est simple. C'est le protocole qui sert à protéger vos données dans la messagerie sécurisée Signal. Il y en a peut-être certains qui ont ça d'installer sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Il est simple, souvent c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si vous pensez à un protocole de vote électronique, ça tient évidemment pas sur une seule planche. Et donc c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez, il y a des flèches et il y a des boîtes. Alors qu'est-ce que c'est les flèches ? Les flèches, ça correspond à des messages qui sont transmis, donc c'est des communications entre un serveur, un utilisateur. Et puis les boîtes, ça veut dire que ces messages, ces données qui sont envoyées, elles sont transformées. Et donc ces boîtes, les boîtes jaunes que vous voyez là, celle du dessous, c'est une fonction de chiffrement, celle du dessus, qui est juste au-dessus, c'est un échange de clés. Ces boîtes-là, c'est ce qu'on appelle les primitives cryptographiques, donc c'est les transformations des données, et ça, c'est mon domaine de recherche. Moi, je travaille à fabriquer, à concevoir des primitives cryptographiques et à les analyser. Donc vous voyez que c'est juste un morceau, c'est les boîtes dans ces protocoles de sécurité. Il n'y a pas que ça. Et ce que font mes collègues, donc c'est une discipline un tout petit peu différente, qui travaillent sur les protocoles de sécurité, c'est qu'ils vont analyser le protocole, ils vont démontrer mathématiquement, enfin au sens mathématique du terme, ils vont démontrer que ce protocole est sûr, mais en faisant une hypothèse, ils vont supposer que les boîtes sont parfaites, sont idéales. Donc vous voyez qu'on se complète. Moi, mon travail, c'est de faire des boîtes aussi bien que possible, et eux, leur travail, ça va être, ils vont supposer que mes boîtes sont parfaites, et ils vont démontrer que le protocole est solide.
Alors j'ai une collègue qui travaille sur les protocoles, en particulier sur les schémas de vote, qui s'appelle Véronique Cortier, et qui travaille à l'université de Nancy. Et Véronique a dit un jour, pour expliquer à des gens, on était ensemble, ce qu'on faisait, et elle a dit, en fait, la sécurité, c'est comme une étagère Ikea. C'est comme une bibliothèque Ikea. Anne, elle fabrique les planches, et moi, je fais la notice de montage. Et donc, effectivement, un protocole de sécurité, c'est ça. Hein, vous pensez, et pensez ça, vous pouvez garder cette image en tête parce que ça marche assez bien. Vous pensez à la bibliothèque Ikea. Et donc, moi, mon travail, c'est faire ces planches et de faire que ces planches sont aussi bien que possible, qu'elles sont droites, pas pourries, qu'elles ont les bonnes dimensions. Et puis, les collègues qui font des preuves de sécurité, eux, ils vont dire comment il faut monter les planches. Donc, évidemment, eux, ils supposent que les planches sont bien faites. Et ils vont expliquer comment il faut monter les planches, où est-ce qu'il faut mettre des vis, etc., pour que votre bibliothèque tienne bien. Alors, est-ce que la cryptographie, c'est important dans ce protocole ? C'est exactement comme l'étagère Ikea, hein, c'est pareil. Alors, Adi Shamir, pour ceux qui connaissent, c'est le S de RSA, hein, Shamir. Adi Shamir a déclaré un jour qu'il ne connaissait pas de système de sécurité d'envergure mondiale qui utilise la cryptographie et dans lequel les pirates ont piraté grâce à la cryptanalyse, donc en attaquant la cryptographie. Ça, c'est à peu près la même chose que de dire que vous connaissez probablement plein de bibliothèques Ikea qui se sont cassées la figure, mais en général, ça ne vient pas des planches. Ce n'était pas les planches le problème. Alors, c'est assez vrai, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a quand même des exemples. Comme vous avez des exemples de bibliothèques où les planches, elles n'étaient pas terribles. Moi, j'en ai une chez moi qui gondole, hein, qui ne supporte pas le poids qui est annoncé. Et, de la même façon, il y a des cas de figure avec des protocoles cryptographiques qui ont été attaqués à cause de la cryptographie, parce que les primitives cryptographiques n'étaient pas assez bonnes. Un exemple qui est assez connu, qui a une quinzaine d'années maintenant, c'est les premières cartes sans contact qui ont été faites pour les transports. Quand ces cartes sont arrivées, il y a eu une première série de cartes qui a été développée par NXP, le constructeur. Ils en ont sorti à peu près 1 milliard. Et ils avaient créé eux-mêmes la cryptographie pour mettre sur ces cartes-là, parce que, on en reparlera tout à l'heure, les standards étaient trop coûteux et ne tenaient pas sur leurs cartes. Donc ils ont fait un truc maison, et il y a des chercheurs qui ont fait du reverse engineering, donc qui ont retrouvé comment était fait cette primitive cryptographique qu'ils avaient mis là-dedans, et dès qu'ils ont retrouvé, ils ont compris que ça ne tenait pas la route, et qu'on pouvait casser la cryptographie qui était dans les cartes, et donc voyager gratuitement, avec juste un PC en quelques secondes. Et donc, NXP a dû sortir du marché plus de 200 millions de cartes quand même à l'époque, et là, c'était vraiment un problème de la cryptographie. Un deuxième exemple, qui est assez rigolo, pas que pour la cryptographie, ça date de 10-15 ans aussi, c'est Flame, c'est un virus qui était assez célèbre et qui a fait pas mal parler de lui, parce que ce virus, il a infecté les installations nucléaires iraniennes. Et donc ça a retardé le programme nucléaire iranien à l'époque, vraiment de beaucoup d'années. Et donc on a soupçonné assez vite les Israéliens, les services secrets israéliens et américains d'avoir propagé ce virus. Et ce virus, il est assez... il a une propriété, il est assez bien fait. Il se présente comme une mise à jour de sécurité de Windows. Alors normalement, ça n'arrive pas. Parce que quand vous faites une mise à jour de Windows, d'un logiciel, évidemment, vous ne savez pas ce que c'est, donc il y a forcément un protocole, un mécanisme de sécurité qui fait que vous ne pouvez pas exécuter n'importe quel logiciel qui se fait passer pour une mise à jour de sécurité de Windows. Et donc il y a une signature. Vous avez la signature de Microsoft qui vous dit, c'est la signature du logiciel qui vous dit, oui, ceci, je le signe, je reconnais bien que c'est une mise à jour de sécurité de Windows. Et donc normalement, si vous vérifiez la signature et que la signature est valide, il faut toujours vérifier la signature, hein, quand vous faites une mise à jour, il n'y a pas de problème. Sauf que là, c'était une fausse signature. Et donc, cette fausse signature, pour la fabriquer, eh bien, il fallait casser la cryptographie, et en l'occurrence, il fallait trouver 2 messages
un message qui correspond au virus et un autre qui est la même valeur par ce qu'on appelle une fonction de hachage. Et ils l'ont fait avec la fonction de hachage standard. Et donc c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire à l'époque. Donc c'est vraiment un progrès de la recherche à l'époque qui a permis de faire ce virus. Ce qui laisse penser qu'effectivement les gens qui ont fait ça, c'était pas n'importe qui. Voilà, donc vous voyez, ça c'est des exemples dans lesquels c'est la cryptographie qui a permis de casser tout le protocole. Donc c'est vraiment, dans ma bibliothèque Ikea, c'est le cas, où c'est les étagères qui étaient mal faites. Alors pour continuer à filer cette métaphore bibliothèque Ikea, c'est la sécurité informatique, c'est vraiment exactement comme cette bibliothèque Ikea. Quand vous avez un problème, quand vous avez une faille de sécurité, eh bien c'est exactement comme quand vous avez un problème avec votre bibliothèque Ikea. De qui est-ce la faute? Ça peut être parce que les planches sont pas faites correctement. Ça, c'est moi qui n'ai pas fait mon travail. Ça peut être parce que votre notice de montage est mal faite. Et ça arrive. Et évidemment, de temps en temps, vous vous retrouvez avec votre étagère et puis vous voyez que les trous ne sont pas au bon endroit, les vis sont trop courtes. Et puis, souvent, si votre bibliothèque Ikea ne tient pas bien, c'est parce que vous l'avez mal montée, n'est-ce pas? En général, c'est ça le problème. Bon, dans les protocoles de sécurité, c'est pareil. Souvent, c'est parce que, ou bien celui qui a implémenté le protocole, il a fait un bug, il s'est trompé, ou bien l'utilisateur, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Et donc, pour éviter ça, on utilise, c'est encore un autre domaine de l'informatique qui travaille sur ça, pour éviter ce genre de choses dans les protocoles de sécurité informatique, on va les vérifier. Donc il y a des implémentations certifiées, par exemple dans Firefox, mes collègues de l'INRIA ont fait une implémentation certifiée de la cryptographie qui tourne dans Firefox. Donc ça c'est un domaine, vous voyez, qui est important, et sans ça, on n'est pas complètement sûr que ce n'est pas buggé et qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Il y a encore un autre problème, votre bibliothèque Ikea, des fois, elle ne tient pas bien parce que son environnement n'est pas propice à son installation. Votre plancher, il fait ça, le mur, il est tordu, etc. Là, c'est pareil, pour les protocoles de sécurité, on a exactement le même problème. Votre système, il peut être très bien d'un point de vue cryptographique, il peut avoir été implémenté parfaitement, vous pouvez l'utiliser parfaitement, sauf que vous allez avoir une faille de sécurité parce que vous l'utilisez sur un ordinateur qui a un processeur, qui a une certaine micro-architecture, et puis vous allez pouvoir en déduire de l'information. On appelle ça des attaques par canaux cachés en cryptographie. Vous allez réussir à retrouver des secrets simplement parce que vous êtes dans un environnement qui va se comporter et faire des choses que vous n'attendez pas. Voilà. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose et c'est exactement la même problématique. Donc moi, mon domaine de recherche, concevoir des primitifs cryptographiques, vous voyez que c'est un tout petit bout, c'est un bout essentiel. Évidemment, si la cryptographie que je fais, elle n'est pas bonne, le protocole va s'écrouler, exactement comme si vos planches ne sont pas droites, etc. Ça n'ira pas. Par contre, le protocole de sécurité, il dépend de plein d'autres domaines de l'informatique, et que la cryptographie, c'est juste un petit élément parmi d'autres. Donc maintenant, je vais vous parler de mes étagères. Comment on fait pour faire des belles planches pour notre bibliothèque Ikea? Autrement dit, comment peut-on concevoir une primitive cryptographique parfaite? Et je vais me focaliser sur un type de primitif qui est le chiffrement. Et donc on verra que c'est pas facile de faire un chiffrement parfait. Et donc ensuite, je vous expliquerai comment on fait dans la vraie vie pour faire un chiffrement symétrique. Et puis, comment on fait pour le rendre pas trop coûteux d'un point de vue énergétique, par exemple. Je vous ai parlé un petit peu de ces cartes sans contact, en vous disant les standards, ils étaient trop gros, donc ils ne tenaient pas sur les cartes sans contact. Comment on fait pour alléger nos standards sans que la sécurité s'écroule, comme dans l'exemple qu'on a vu? Donc, comment on fait pour concevoir un chiffrement parfait? Alors, qu'est-ce que c'est un chiffrement? De quoi parle-t-on? Donc tout au long de cet exposé, je vais vous parler des deux protagonistes de la crypto. Ceux qui ont déjà fait un petit peu de crypto savent, les connaissent déjà. Nos deux protagonistes, ce sont Alice et Bob. Les cryptographes ont trouvé ça un peu triste, qui s'appellent A et B. Donc ils s'appellent Alice et Bob. Et donc le but du jeu, la primitive, c'est pas le seul type de primitive cryptographique qui existe, mais
ici, le type de primitif qui va m'intéresser, eh bien, ce sont les primitifs qui vont servir à protéger la confidentialité des données. Autrement dit, Alice veut envoyer un message à Bob et elle ne veut pas que ce message tombe dans des oreilles indiscrètes, donc que quelqu'un qui intercepte le message puisse accéder au contenu de ce message. Donc le message que Alice veut envoyer à Bob, que j'ai noté petit m là-haut, ça s'appelle le texte clair en cryptographie. Donc le texte clair, c'est vraiment le message que vous voulez transmettre, avec son contenu intelligible. Et donc que va faire Alice ? Elle va transformer ce message, elle va lui appliquer un code secret, et elle va obtenir ce qu'elle va obtenir et qu'elle va transmettre, le message qui est censé être inintelligible, c'est ce qu'on appelle le texte chiffré. Et l'opération qui transforme le texte clair en texte chiffré, on appelle ça le chiffrement. On n'appelle pas ça le cryptage, parce que le cryptage, ce n'est pas un mot français. Voilà. Après, la langue évolue, donc peut-être qu'à un moment, je vais arrêter de lutter pour dire qu'on n'appelle pas ça le cryptage. Mais on appelle ça le chiffrement. Et Bob, lui, il va recevoir le texte chiffré, il va appliquer l'opéra la transformation inverse, donc il va déchiffrer le message et il va retrouver le texte clair. Et donc, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, on veut que quelqu'un, ce tigre-là qui est tapis dans l'ombre, qui va intercepter le texte chiffré, on veut qu'il ne puisse pas accéder, il ne puisse pas retrouver le texte clair. Et donc, ce qu'essaie de faire ce tigre, c'est la personne qui intercepte, ça s'appelle décrypter, ça c'est un mot français, on ne crypte pas mais on décrypte en français. Et donc décrypter, c'est celui qui a l'utilisateur qui n'est pas légitime et qui va essayer de retrouver l'information sur le message. Alors à quoi ça ressemble ? Comment on fait pour chiffrer, transformer un message intelligible en un message qui soit inintelligible, sauf pour les utilisateurs légitimes ? Pendant longtemps, ça ressemblait à ça. Voilà, ça c'est des codes secrets. Vous avez sans doute déjà joué avec ça quand vous étiez petit. Donc on vous donne un message et puis faut retrouver, donc ça c'est un texte chiffré, il faut retrouver le texte clair correspondant. Alors on a fait ça pendant très longtemps, de façon assez sophistiquée parfois. Tous les rois, les empereurs, les souverains, les papes avaient des codes secrets, avaient des systèmes de chiffrement et ils avaient des gens qui étaient chargés aussi d'intercepter les messages et de les décrypter. Ça s'appelait les cabinets noirs. Et donc, ça, c'est quelque chose qui existe dans l'histoire. On connaît encore le nom de certains membres éminents des cabinets noirs de Mazarin ou de Richelieu. Et donc, on a fait ça pendant très longtemps, avec des systèmes plus ou moins sophistiqués. Il y a un exemple dont on parlait ce matin avec les collègues, il y a à peu près un an, nos collègues de Nancy ont retrouvé une lettre chiffrée de Charles Quint, qui était quelque part à la bibliothèque Stanislas à Nancy et que personne n'avait réussi à décrypter. Et ils ont réussi à la décrypter. Ça n'a pas été très très facile. Ils ont dû demander de l'aide d'historiens pour savoir comment étaient faits les systèmes à l'époque. Mais en tout cas, c'est pas du tout quelque chose de trivial. Si vous cherchez un petit peu lettre chiffrée de Charles Quint, vous allez tomber vous verrez un petit peu à quoi ressemble le manuscrit. C'est pas facile. Ils savaient même pas si le texte clair c'était du français, de l'allemand, du latin. Donc ça a été un gros travail. Alors pourquoi ça c'est pas bien et on va pas parler de ça ? Eh bien simplement parce que dans un code secret comme ça, les codes avec lesquels vous avez joué, eh bien ce qui est secret c'est la transformation. C'est la transformation que vous utilisez pour chiffrer. Donc là, ce fameux code qui a le petit nom de code des Templiers, même si je crois que les Templiers n'ont jamais utilisé ce code-là, vous voyez ce code qui est assez connu des enfants, il consiste simplement à remplacer chaque lettre de l'alphabet, vous voyez, par l'endroit où elle est dans le carré correspondant, donc par les traits. Vous voyez, le A, et en fait, il est remplacé par les deux traits verticaux, horizontaux, comme ça. Et donc, ça vous donne un alphabet secret. Alors, évidemment, pourquoi c'est pas bien, alors qu'on a fait ça pendant des siècles ? C'est pas bien parce qu'une fois que je vous ai révélé ça, c'est fini. Ce code secret-là, vous ne pouvez plus jamais l'utiliser. N'importe qui connaît l'alphabet maintenant est capable de décrypter. Et donc ça, on a fait on a utilisé ce genre de procédé avec une sorte d'alphabet secret, bien sûr plus sophistiqué que ça, jusqu'à la fin du 19e. Jusqu'à la fin du 19e, les armées
utilisaient ce qu'on appelait des livres de code, qui étaient des sortes de dictionnaires. Et puis, ils avaient tout un protocole qui disait, pour chiffrer tel mot, et on va dans telle page du dictionnaire. Et donc, ce livre de code, c'était leur alphabet secret. Et évidemment, à partir du 19e siècle, une stratégie militaire classique est devenue, dès qu'on est sur un champ de bataille, la première chose à faire, c'est aller voler le livre de code de l'ennemi. Et une fois que vous avez volé un livre de code de l'ennemi, de toute façon, comme tous les livres de code, ils sont pareils, vous pouvez décrypter toutes les communications. Donc, la cryptographie ne sert plus à rien. Et à la fin, juste à la fin du 19e, juste après la guerre de 1870, en fait, il y a des officiers dans l'armée française que ça a quand même un peu perturbé et qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? On nous dit qu'il faut utiliser de la cryptographie, mais en fait cette cryptographie en général elle tient 1 jour ou 2 jours, parce qu'une fois que le livre de code a été dérobé, pour redistribuer, redéployer des nouveaux livres de code sur un champ de bataille à tous les gens qui devaient chiffrer, c'était impossible. Donc en fait la cryptographie elle avait une durée de vie de 1 jour ou 2. Donc je disais mais ça c'est pas possible. Et donc il faudrait qu'on comprenne quand même ce qu'il faut faire pour avoir un système de cryptographie qui marche à l'échelle de l'armée. Parce que fin du 19e, c'est le moment où on a eu le télégraphe et donc où le nombre de communications qu'on a dû chiffrer et qui concernait beaucoup de gens à l'intérieur de l'armée, beaucoup d'utilisateurs, ce nombre de communications s'est multiplié. Et donc ces militaires se sont vraiment interrogés, on dit il faut absolument qu'on comprenne. Et ils ont cherché quelqu'un pour expliquer ce que devait être, à quoi devait ressembler un bon système de cryptographie. Et la personne à qui ils ont posé cette question, ils ont dit il faut que vous nous expliquiez ce que doit être un bon système de cryptographie pour l'armée qui passe à l'échelle. La personne qu'ils sont allés chercher, c'est un linguiste, August Kerckhoffs, un linguiste néerlandais mais qui enseignait en France, donc qui parlait parfaitement le français, et qui a écrit son traité, qui s'appelle la cryptographie militaire, il l'a écrit en français. Alors August Kerckhoffs, c'était un linguiste, il était spécialiste, c'était un des représentants du Volapük. C'est fin du 19e, c'était la grande mode de ces langages universels, l'espéranto qu'on a retenu, le Volapük c'en était un autre, inventé par un Allemand, je crois. Et donc, Kerckhoffs était un promoteur du Volapük. Il a écrit des dictionnaires Volapük français, français Volapük, qui ne sont pas restés dans l'histoire. Mais ce qui est resté dans l'histoire, c'est son traité, qui s'appelle la cryptographie militaire. Et dans ce traité, Kerckhoffs dit des choses qui sont toujours hyper actuelles et complètement contre-intuitives. Qu'est-ce qu'il écrit, Kerckhoffs, dans son traité de cryptographie militaire ? Il explique que pour qu'un système de cryptographie puisse être utilisé à l'échelle d'une armée, il faut que ce système n'exige pas le secret et qu'il puisse sans inconvénient tomber entre les mains de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on évite cet écueil dont je viens de vous parler, des livres de code qui se font voler et qui font qu'après on ne peut plus utiliser le système. Et donc il explique ce que ça veut dire. Il dit même qu'il faut que le système n'exige tellement pas le secret qu'il doit être enseigné publiquement à tout le monde, même dans les écoles militaires de nos ennemis. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut bien qu'il y ait un secret quand même, parce qu'il faut bien que le message que vous envoyez, votre message chiffré, il soit inintelligible par quelqu'un, il soit intelligible par Bob, mais pas par les autres. Donc, qu'est-ce que ça doit être secret ? Il explique un petit peu plus loin ce qu'il entend par secret. Il dit... J'entends par secret, donc le secret qui ne doit pas être exigé, c'est non la clé proprement dite, mais tout ce qui consiste la partie matérielle du système, les tableaux, les dictionnaires, etc. Et il termine par « Il y aurait lieu de condamner l'emploi du dictionnaire chiffré », donc ces fameux livres de code dont je viens de vous parler, qui est en usage aujourd'hui dans l'armée. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Kerckhoffs avec des mots modernes ? Il nous dit en fait... La sécurité de notre système de chiffrement, elle doit reposer sur un secret très petit, une clé, qui est quelque chose qu'on peut changer facilement, paramétrer facilement, qui est court, retenir facilement, et ce n'est pas un livre de code. Et tout le reste du système, il doit être public, et il faut l'enseigner à tout le monde, et ce n'est pas grave du tout si nos ennemis ils connaissent la transformation qu'on utilise. Et donc, par contre, il faut qu'on soit flexible et qu'on puisse changer la clé. Alors ça, c'est un petit peu
contre-intuitif à l'époque. On pensait que pour avoir un bon système de cryptographie, de sécurité, il fallait absolument que tout soit secret. Il y a encore plein de gens qui pensent ça, parce que je pense que c'est une idée naturelle. Donc on a plein d'industriels qui inventent leur système de chiffrement et ils pensent que la sécurité va reposer sur le fait qu'on ne dit pas ce qu'on fait. Alors ça, c'est hyper mauvais pour plein de raisons. Je vais vous expliquer en partie pourquoi dans la suite. Parce qu'en général, d'abord, c'est un secret de polichinelle. On avait ça avec les premiers algorithmes de chiffrement dans les téléphones portables. Donc vous imaginez que penser garder secret pendant très longtemps un algorithme de chiffrement qui est répandu, qui est publié partout, ça ne tient pas très longtemps. Les gens ils font du reverse engineering, ils retrouvent ce qu'il y a dedans et ça finit mal. Donc c'est exactement le cas de mes cartes NXP de tout à l'heure. Donc ça, c'est pas bon. Et puis le fait que l'algorithme soit public, s'il n'a pas été attaqué, ça montre qu'il est solide parce qu'il y a des gens qui ont essayé de l'attaquer. Voilà, donc c'est assez contre-intuitif, mais il n'empêche qu'il y a encore des industriels qui pensent que s'ils ne publient pas leurs algorithmes de chiffrement, ça veut dire qu'ils sont bons. Donc suite à Kerckhoffs, à quoi ça ressemble notre algorithme de chiffrement? Ça ressemble à ça. Alice, elle va chiffrer, elle a une clé qui va lui servir à chiffrer, c'est une clé de chiffrement. Elle envoie son message chiffré à Bob. Bob va, lui, le déchiffrer à l'aide d'un secret qui est la clé de déchiffrement. Alors, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est, je vous dis, il faut que quelqu'un qui intercepte le message ne puisse pas remonter au texte clair, ne puisse pas retrouver de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de sécurité? En fait, on a mis un petit peu de temps à la définir proprement. Cette sécurité, cette notion de sécurité, elle a été définie par quelqu'un qui s'appelle Claude Shannon, qui est en fait le père de la théorie de l'information. Il a défini ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a beaucoup travaillé à la fois à la cryptographie, mais aussi à la correction d'erreurs, à la compression, etc. Donc, dans un article publié juste après la guerre, Shannon a défini mathématiquement ce que ça voulait dire, cette notion de sécurité. Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut que quand vous interceptez le message chiffré, vous ne puissiez en tirer aucune information sur le message clair. Et qu'est-ce que ça veut dire aucune information? Eh bien, en termes mathématiques, ça veut dire que, quel que soit le message chiffré que vous interceptez, eh bien, la probabilité de chacun des messages clairs, donc la probabilité que en fait, le message clair envoyé, il est telle valeur, cette probabilité a posteriori, c'est-à-dire une fois que vous avez intercepté le message clair, eh bien, c'est la même que la probabilité a priori, que la probabilité des messages clairs, mais quand vous ne connaissez pas le message chiffré. Autrement dit, le fait d'intercepter le chiffré vous a rien appris en termes de probabilité sur le message clair qui a été transmis. Et donc une façon équivalente de le dire, c'est de dire que si vous considérez n'importe quelle paire de messages clairs possibles, M1 et M2, eh bien, quel que soit le message chiffré que vous interceptez, la probabilité que votre message chiffré se déchiffre en M1 et la probabilité que ce message se déchiffre en M2, c'est exactement la même. Donc, autrement dit, vous ne savez rien sur le déchiffrement de votre message chiffré. Vous n'avez aucune idée du message clair qui correspond. Alors, dit comme ça a l'air un petit peu magique, mais en fait, c'est assez facile de trouver un exemple. D'ailleurs, on connaissait un exemple de système parfait qui assurait ça. On le connaissait avant les travaux de Shannon et la définition de Shannon. Ce système, vous le connaissez peut-être, pour ceux qui ont déjà eu des cours de cryptographie. C'est le système du masque jetable. En anglais, on appelle ça le one-time pad. On appelle ça aussi le chiffrement de Vernam. Vernam a été un des premiers qui a proposé ce système de chiffrement. Il est hyper simple. Donc je vous ai mis un exemple là avec des lettres, mais bon, ça marche pareil si on travaille au niveau binaire, ça n'a aucune influence sur la sécurité. Donc comment ça fonctionne? Vous voulez chiffrer un texte clair. Mon texte clair ici, c'est système incassable. Alors évidemment, c'est de la cryptographie, donc manipuler des lettres, c'est pas terrible. Ce qu'on manipule, c'est des nombres. Donc on remplace chaque lettre par son ordre dans l'alphabet. Okay, A c'est 0, B c'est 1, etc. Donc ça, c'est le texte clair. Et on a une clé secrète. Et cette clé secrète, c'est aussi une suite de lettres. Donc pareil, je remplace chaque lettre par son numéro dans l'alphabet. C'est une suite de lettres que j'ai choisie au hasard. Et comment je fais pour chiffrer? Je prends les positions les unes après les autres. Et je vais simplement additionner
la lettre du texte clair avec la lettre de la clé, et ça va me donner la lettre du texte chiffré. Donc vous regardez la toute première position, la lettre de mon texte clair c'est S, S elle a le numéro 18, la lettre de la clé c'est G qui a le numéro 6, je fais 18 plus 6, ça me fait 24, la lettre 24 dans l'alphabet c'est Y. Alors évidemment, quand ça dépasse, si je regarde la position suivante, je fais 24 plus 21, ça fait 45, il n'y a pas 45 lettres dans l'alphabet. Qu'est-ce qui se passe ? Simplement, quand je suis arrivée à Z, je retourne à A. Donc, je travaille modulo 26 et donc j'obtiens le T. Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper simple et c'est un système qui est utilisé. Ça, c'est une machine à chiffrer historique avec le chiffrement de Vernam. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça, mais ça c'est les bandes comme ça pour utiliser les messages, c'était ce qu'on utilisait dans les téléx à l'époque. Donc en fait là les lettres sont représentées par un code qui s'appelle le code Baudot, là, avec 5 creux, trous et non-trous, mais ça change rien à la sécurité, c'est exactement le principe que je vous ai décrit. Donc vous voyez, il y a une bande avec le message clair, il y a une bande avec la clé, et puis les deux bandes avancent à la même vitesse, et à chaque position, il y a une addition qui se fait. Et pourquoi ce système ? Je vous ai dit, c'est un système parfait, donc il réalise cette propriété de sécurité parfaite définie par Shannon, qui est que, en fait, un chiffré donné peut être obtenu à partir de n'importe quel message. Là, c'est n'importe quel message de même longueur. Eh bien, si je reprends en haut le petit exemple que je viens d'utiliser, vous voyez, le chiffré que j'avais obtenu, c'était Y, T, O, J, etc. Eh bien, en fait, ce même chiffré, je peux l'obtenir. Il existe toujours une clé qui me permet d'obtenir ce chiffré à partir de n'importe quel message qui fait la même longueur. Vous avez un deuxième exemple en dessous. Vous voyez, un deuxième clair, aucune information. Il existe une clé pour laquelle j'ai le même chiffré. Il suffit de faire une soustraction et vous trouvez la clé qui va bien. Donc vous voyez, c'est bien cette propriété définie par Shannon. Chaque message chiffré peut correspondre à n'importe quel message clair qui a le même nombre de lettres. Alors effectivement, donc c'est un système qui assure une sécurité parfaite, à une condition, bien sûr, c'est que la clé soit une suite aléatoire et que vous ne réutilisiez pas 2 fois la même clé. Il faut que ce soit une clé à usage unique. Et on sait que la sécurité s'effondre quand vous réutilisez 2 fois la même clé. Il y a eu des expériences malheureuses de ça. Les expériences malheureuses, c'est les expériences qu'ont eues les soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les soviétiques utilisaient ce chiffrement de Vernam, le masque jetable dont je viens de vous parler, pour communiquer entre Moscou et leurs ambassades sur le territoire américain. Et puis à un moment, pendant la guerre, il y a eu le blocus atlantique et les bateaux ne pouvaient plus passer. Et donc c'est les bateaux qui acheminaient les clés secrètes dans les différentes ambassades. Et donc les opérateurs, à l'époque, les opérateurs soviétiques dans les ambassades, ils n'avaient plus de clés secrètes à utiliser. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'avaient pas de choix, ils ont réutilisé les mêmes clés. Mais ils les ont réutilisées à l'envers quand même, donc dans le sens inverse, en se disant, bon, ça sera un petit peu mieux. Et bien sûr, les Américains avaient compris qu'il y avait un problème d'approvisionnement des clés. Ils ne savaient pas ce que faisaient les Soviétiques, mais ils se doutaient que c'était quelque chose comme ça. Donc ils ont enregistré toutes les conversations. Ils ont enregistré toutes les transmissions. Et pendant des années après la guerre, ils ont monté un immense projet qui s'appelle le projet Venona, dont on a connu l'existence que bien après, quand ça a été déclassifié. Et ce projet, il a constitué à essayer de trouver les corrélations entre les bandes, toutes les bandes qu'ils avaient enregistrées, pour retrouver à quel moment les mêmes clés avaient été utilisées et retrouver de l'information. Et donc, grâce à ça, ils ont décrypté. Donc, ça a été un gros truc. IBM a inventé le dérouleur de bandes pour accélérer un petit peu leurs travaux. Et donc, ils ont décrypté un certain nombre de communications entre les ambassades soviétiques. Et c'est en particulier ces messages qui ont été décryptés qui leur ont permis d'incriminer les époux Rosenberg, qui ont été condamnés à mort pour avoir divulgué une partie des secrets atomiques américains à l'URSS à l'époque. Donc pour ceux que ça intéresse, vous verrez sur le site des services américains, le site de la NSA, vous retrouverez, il y a toute une liste avec le contenu de certains messages, dont les messages sur les Rosenberg qui ont été décryptés à cette occasion. Bref, tout va bien, sauf si vous utilisez 2 fois la même clé. Alors ça, c'est un peu désagréable, parce que qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire, en fait, ce système, il assure une sécurité parfaite, mais la clé secrète qu'il faut, elle doit être aussi longue que le message à échanger.
Là, en général, quand on entend ça, on se dit mais alors ça sert à quoi là? En fait, ça sert quand même parce que votre clé, vous l'échangez à un moment que vous choisissez, hein, c'est un bateau qui vous l'amène, et puis le message, par contre, vous utilisez le secret quand vous en avez besoin. Donc il y a un gain quand même, mais vous imaginez bien que avec votre téléphone ou quand vous échangez une vidéo sur Internet, vous vous amusez pas à d'abord avoir avec votre interlocuteur une clé secrète qui est aussi longue que le fichier que vous allez transmettre. Donc est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Eh ben, c'est Shannon qui a répondu à la question. Shannon a dit en fait, non. Pour qu'un chiffrement assure une sécurité parfaite, eh bien, il faut que le nombre de clés de déchiffrement possibles soit supérieur ou égal au nombre de messages clairs possibles. Dit autrement, en termes, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de théorie de l'information, la façon plus précise de le dire, c'est que l'entropie de la clé doit être supérieure ou égale à l'entropie du message. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces chiffrements parfaits, ils sont très très difficiles à utiliser en pratique, puisqu'il faut se partager des clés qui soient aussi longues que les messages qu'on va utiliser. Donc ça, c'est un exemple, cette petite photo, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un exemple de cas où on utilise le chiffrement de Vernam, un chiffrement parfait. Là encore, c'est historique, c'était le téléphone rouge entre Moscou et Washington pendant la guerre froide. Il y avait une ligne sécurisée qui était utilisé par exemple à la crise des missiles à Cuba, etc. Et donc le fameux téléphone rouge, donc, qui était ni un téléphone ni rouge, c'était un Telex qui utilisait du one-time pad, donc le même genre de modèle que ce que je vous ai montré avec les deux bandes. Et donc ce système-là, il était utilisé à cette occasion. Mais évidemment, pour des transmissions hyper particulières, dans lesquelles il y avait des possibilités de s'échanger des clés très longues. Dans la vraie vie, nous, on ne peut pas utiliser ça. Et donc, dans la vraie vie, ce qu'on utilise, c'est des systèmes dans lesquels la clé est beaucoup plus courte que les messages que nous allons chiffrer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'après le théorème de Shannon, les systèmes de chiffrement qu'on utilise dans la vraie vie, ils ne sont pas parfaits. Donc, théoriquement, on peut les casser. Théoriquement, le chiffré, quand vous interceptez un chiffré, ce chiffré contient de l'information sur le texte clair qui a été transmis. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la question qu'on se pose quand vous avez un chiffrement que nous utilisons quotidiennement, pour tous les algorithmes de chiffrement qu'on utilise, la question, c'est pas de savoir s'ils sont parfaits ou s'ils sont pas parfaits, s'il y a de l'information dans le chiffré, il y a de l'information sur le clair ou pas. La réponse est oui, on sait qu'ils sont pas parfaits, on sait qu'ils sont cassables. Donc la seule question qui est pertinente, c'est combien ça coûte de les casser, puisqu'ils sont cassables. On sait que théoriquement, c'est possible de les casser. Mais par contre, il y a différents niveaux de casser. Est-ce que je peux casser mon système en des milliards d'années sur autant d'ordinateurs qu'il y a d'atomes dans l'univers, ou est-ce que je peux y arriver en 30 secondes sur mon PC? C'est pas pareil. Donc qu'est-ce que veut dire casser? Je dis casser depuis le début. Casser, ça veut dire décrypter, ça peut vouloir dire retrouver le message clair à partir du message chiffré. Ça peut être pire, ce qu'on a envie de faire souvent, c'est essayer de retrouver la clé de déchiffrement à partir de certains couples clairs chiffrés. Ça, si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Enigma, vous savez que effectivement les Alliés ont cassé la machine Enigma, la machine à chiffrer allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, en sachant que les Allemands tous les matins commençaient par se transmettre la météo. Et donc ils savaient quel était le message clair correspondant à certains messages chiffrés, et c'est ça qui les a orientés. Pensez en cryptanalyse, on travaille toujours comme ça. Quand on casse un système, on a l'équivalent de la pierre de Rosette pour Champollion, c'est pareil, vous reconstituez pas, vous ne déchiffrez pas une écriture que vous connaissez pas si vous n'avez pas un peu un exemple de message clair qui a été transmis. Donc en crypto, c'est pareil, on a besoin d'une pierre de Rosette. Voilà, donc ça c'est cassé. Et qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit, on veut mesurer l'effort qu'il nous faut pour casser le système. Eh bien, l'effort, c'est quoi? Souvent, c'est le temps de calcul. Ça peut être la quantité de mémoire, et puis la quantité de données, ça c'est la taille de notre pierre de Rosette. Voilà. Et ça, c'est indispensable pour tous les systèmes de chiffrement qu'on utilise. Eh bien, il faut
qu'on puisse estimer cet effort. C'est indispensable pour dimensionner le chiffrement, pour savoir s'il a une vraie marge de sécurité ou pas, hein, c'est ce que je viens de vous dire. C'est pas pareil, un chiffrement qu'on peut casser en 300 ans de calcul sur un PC ou en 1 milliard d'années de calcul sur autant de PC qu'il y a d'atomes de l'univers. Donc, comment on fait, puisque nous sommes dans la vraie vie? Nous ne sommes pas dans la vie du téléphone rouge. On ne peut pas se transmettre des clés aussi longues que les messages à chiffrer. Comment on fait dans la vraie vie pour concevoir un chiffrement? Et donc, comme je viens de vous l'expliquer, pour le concevoir, il faut aussi l'attaquer, puisque pour concevoir un bon système de chiffrement, il faut qu'on estime absolument l'effort qu'il faut pour pouvoir l'attaquer. Donc, on ne fait jamais l'un sans l'autre. Les gens qui conçoivent des systèmes de chiffrement, ce sont les gens qui attaquent aussi. Donc les chiffrements dont je vais vous parler, c'est des chiffrements symétriques, c'est des chiffrements dans lesquels Alice et Bob vont utiliser la même clé. Il y a des chiffres, c'est pas forcément obligatoire, hein. Alice n'a pas forcément la même clé que Bob. Il y a une autre famille de chiffrements qui s'appelle asymétrique ou à clé publique, ceux qui ont déjà entendu RSA et tout ça, qui sont différents de ceux dont je vais vous parler, mais qui sont beaucoup plus lents. Donc les systèmes de chiffrement à clé publique, ceux dont je ne parle pas, c'est des systèmes qui vont être utilisés en fait pour transmettre des choses très courtes, typiquement pour se transmettre la clé secrète. Là. Mais dès que vous vous mettez à chiffrer des messages un tout petit peu longs, vous êtes obligé d'utiliser un chiffrement symétrique comme ça. Donc, la question, c'est comment je fabrique un chiffrement comme ça, donc qui est paramétré par une clé secrète. La première question, donc, pour qu'il soit bon, il faut regarder comment on fait pour l'attaquer. Première attaque facile, c'est comme quand vous avez un mot de passe ou un code. Qu'est-ce que vous pouvez essayer de faire pour l'attaquer? C'est essayer toutes les clés. Hein, vous imaginez, vous avez deviné quel était le message clair, vous avez un message chiffré, vous essayez toutes les clés, puis vous regardez quand est-ce que le message clair que vous obtenez, il a un sens ou il correspond à ce que vous attendez. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait assez de clés pour qu'on ne puisse pas toutes les énumérer. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir un ordre de grandeur. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est grand? Est-ce qu'un système a suffisamment de clés pour que ça soit impossible de l'énumérer? Donc, je vous ai mis là un petit peu, j'aime bien toujours donner un petit peu d'ordre de grandeur pour savoir de quoi on parle. Donc, vous voyez, l'âge de l'univers en jours, c'est de l'ordre de 10 puissance 12. On estime que le nombre de clés examinées par une machine qui coûterait à peu près 1 milliard d'euros depuis la création de l'univers, c'est 10 puissance 33. Et le nombre d'atomes de l'univers, les physiciens ont l'air de penser que c'est de l'ordre de 10 puissance 80. Donc les standards actuels, le nombre de clés qu'on utilise, c'est 2 puissance le nombre de bits du message. Donc on utilise des clés de 128 bits, en général, ce qui veut dire qu'il y a 2 puissance 128 possibilités pour la clé, donc 10 puissance 38. Vous voyez où ça se situe, 10 puissance 38, hein, ça veut dire que pour toutes les essayer, il faut plus qu'une machine à 1 milliard d'euros depuis la création de l'univers. Et puis, si on est un petit peu parano ou si on a peur d'un ordinateur quantique, par exemple, on va doubler la taille de clé. Et donc, on va utiliser des clés de 256 bits. Et là, on se rapproche. On a un nombre de clés qui commence à se rapprocher de ce qu'on pense être le nombre d'atomes dans l'univers. Donc là, on est à peu près tranquille. Bon, donc ça, c'était la façon bête. On sait que si on veut faire un bon système de chiffrement, oui, il faut prendre des clés qui font au moins 128 bits. Alors maintenant, comment on fait? Alors c'est compliqué de concevoir un bon système de chiffrement, et il y a un truc qui est compliqué là-dedans, c'est qu'on doit chiffrer des messages de n'importe quelle longueur. Il y a des messages courts et puis il y a des messages très très longs. Et ça, c'est pas facile de concevoir une fonction qui ait des bonnes propriétés de sécurité et qui prend en entrée des entrées de n'importe quelle taille. Alors en fait, assez souvent, c'est pas toujours le cas, mais quand même souvent, on essaie de découper le problème en 2 parties. On dit en fait, ce qu'on va faire, ce qui est un peu plus simple, c'est d'essayer de trouver une transformation solide qui va chiffrer des messages, mais de taille fixe. Donc je vais me fixer une taille de message, n bits, les messages qu'on transmet, ils sont en binaire, et n typiquement, c'est 128. Et donc, je vais devoir concevoir une fonction qui sait chiffrer des messages de 128 bits. Et puis ensuite,
et ben, je vais définir comment j'utilise cette fonction, qu'on appelle un chiffrement par bloc, parce qu'elle travaille sur des blocs, comment je vais utiliser cette fonction pour chiffrer des messages de taille arbitraire. Donc si mes messages sont plus courts, bon, ça c'est pas très dur de voir comment on va le transformer en un bloc de 128 bits. Et puis si les messages ils sont trop longs, ben, je vais les couper en blocs de 128 bits. Et puis il faut que je définisse comment je vais utiliser ma fonction pour chiffrer les blocs. Je ne peux pas chiffrer les blocs indépendamment les uns des autres, parce que ça... Il y a des attaques très faciles sur ça. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est un exemple qui est dans les standards, qu'on fait souvent. Qu'est-ce qu'on va faire pour chiffrer ? On va chiffrer en fait un compteur. Donc, vous avez un numéro public qui est typiquement le numéro de la transmission que vous faites. Et puis, vous l'incrémentez. Donc, vous allez chiffrer, vous partez du numéro, puis vous allez chiffrer le numéro plus 1, plus 2, plus 3, etc. Ça va vous donner une suite de blocs, et ces blocs, vous allez vous en servir comme la clé du chiffrement de Vernam, la clé du one-time pad. Donc ces blocs, vous allez les additionner aux blocs de messages. Voilà. Ça, c'est une façon de faire dont on sait que, effectivement, si ce que je mets pour chiffrer un bloc est parfait, eh bien ça va assez bien se passer. Donc moi, mon travail, c'est beaucoup de fabriquer ce qu'il y a de ce chiffrement par bloc, dans ce contexte-là. Comment on fait pour chiffrer des blocs de messages de 128 bits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dois fabriquer un chiffrement qui opère sur des blocs de n bits, pensez n c'est 128, avec une clé de k bits. K c'est aussi 128 en général. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rappelez-vous mon histoire de bibliothèque Ikea au départ. Ce chiffrement, il va être utilisé dans un protocole de sécurité. Mes collègues qui font faire une preuve du protocole de sécurité, ils vont supposer que mon chiffrement, il est idéal. Donc cette transformation, eh bien, c'est une transformation qui se comporte comme une transformation que j'aurais tirée au hasard parmi toutes les transformations possibles de cette taille-là. Autrement dit, ce que je vais essayer de fabriquer, c'est un ensemble de fonctions inversibles, donc de bijection, qui va travailler sur les mots de 128 bits, et elle est paramétrée par une clé, donc j'en ai 2 puissance k. 2 puissance k, c'est le nombre de clés. Donc j'ai un ensemble de 2 puissance k fonctions inversibles qui travaillent sur des blocs de n bits, et je veux que cet ensemble, eh bien, il se comporte exactement comme si j'avais tiré 2 puissance k fonctions parmi toutes les fonctions inversibles qui travaillent sur les mots de n bits. Donc comme si ces fonctions étaient choisies au hasard. Donc je veux ça c'est les gens qui font des preuves de protocole qui me demandent ça. C'est mes planches idéales. Et puis, je veux aussi que ça soit implémentable, bien sûr, si possible que ça ne soit pas trop gros. Et là, il y a une contradiction, parce que quand vous tirez au hasard une fonction qui opère sur des mots de 128 bits, sur des mots de n bits, eh bien, il faut de l'ordre de 2 puissance n portes logiques dans le circuit que vous allez utiliser, donc 2 puissance n opérations. Donc si n c'est 128, 2 puissance 128 c'est un nombre énorme, donc évidemment, quand vous tirez au hasard une fonction qui opère sur des mots de 128 bits, c'est impossible de l'implémenter. Donc en fait, je dois vraiment résoudre une contradiction. C'est sûr que la fonction que je vais utiliser, elle va être distinguable d'une fonction tirée au hasard, puisque déjà, elle est implémentable. Donc ça, c'est sûr qu'elle ne sera pas tirée au hasard. Alors comment je résous ce casse-tête ? Qu'est-ce que je fais ? Je prends la contrainte la plus dure. Il faut qu'elle soit implémentable, parce que si je finis par un truc qu'on ne sait pas implémenter, ça ne servira pas à grand-chose. Donc je vais commencer par prendre une fonction implémentable qui opère sur les mots de 128 bits. Alors évidemment, elle ne va pas du tout ressembler à une fonction aléatoire, parce que je suis capable de l'implémenter. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'itérer plein de fois, en espérant qu'à force de l'itérer, ça va se mettre à ressembler à quelque chose qui ressemble à une fonction qui a été tirée au hasard. Donc ma fonction implémentable, c'est ce R, et c'est ça que je vais itérer un certain nombre de fois. Alors évidemment, c'est un chiffrement, il faut qu'il y ait un secret, et donc je vais insérer des quantités secrètes, qu'on appelle des clés. Évidemment, je suis obligée d'insérer une clé tout au bout, parce que quelqu'un qui va essayer de décrypter, il va prendre le chiffret. S'il y a plein d'opérations publiques, s'il sait ce qu'il doit faire, il va débobiner mon chiffrement. Donc, tant qu'il ne se retrouve pas face à une opération dans laquelle il y a du secret, il peut débobiner, donc ça ne sert absolument à rien. Donc, je dois mettre quelque chose tout de suite qui transforme juste avant d'obtenir le chiffré, et pareil pour l'entrée, parce que je peux travailler dans l'autre sens. Donc la première chose que je dois faire avec mon message clair, c'est lui insérer
un secret. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais simplement additionner. On travaille sur des messages binaires, donc je dis additionner, ça veut dire que je fais des XOR. Pour les matheux, je fais des additions modulo 2, je travaille bit à bit. Et donc j'ajoute une clé, donc vous voyez, à mon message clair, je commence par lui XORer, une clé qui fait la même longueur, ça s'appelle la clé de tour, hein. Et puis c'est assez facile, donc je dois faire pareil à la fin, avant d'obtenir le chiffré, je dois XORer une autre clé de tour. Et puis on peut démontrer que si on fait que ça ne va pas très bien se passer, il va y avoir des attaques. Donc pour éviter ces attaques, eh bien, il faut absolument qu'on rajoute des insertions de clés à la fin de chaque itération. Donc ça, c'est vraiment une construction classique. On peut démontrer que si ce que vous mettez dans la fonction R, par exemple, ça se comporte bien, vous n'allez pas avoir d'attaque particulière sur ce système. Donc nos systèmes, ils sont construits comme ça. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je mets dans cette fonction R? Qu'est-ce que je mets dans cette fonction R? Donc je vous rappelle, c'est une fonction qui opère typiquement sur 128 bits. Elle ne ressemble plus à une fonction aléatoire, mais elle doit être implémentable quand même, et ça ne peut pas être n'importe quoi. Par exemple, ça ne peut pas être quelque chose de linéaire, parce que si je mets une fonction linéaire, si je fais que des additions là-dedans, j'aurai que des additions dans mon système, ça sera linéaire, et là, ça devient très facile à casser. Donc, implémenter une fonction non linéaire, même si elle a un tout petit degré sur 128 bits, c'est hyper coûteux. Donc, en fait, je simplifie un petit peu le problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme je ne sais pas implémenter une fonction, je ne sais pas trouver une fonction non linéaire facile à implémenter, qui a un peu un sens sur 128 bits, en fait, je vais découper mon entrée en petits morceaux. Donc, par exemple, 128 bits, c'est 16 octets. Et donc, ce que je vais implémenter, c'est une fonction non linéaire sur les octets. Donc, je vais transformer de façon non linéaire chacun des 16 octets, c'est les petites cases que vous voyez. Mais je ne peux pas me contenter de faire ça, parce que si je me contente de faire ça, ça veut dire que ce que je suis en train de faire, c'est de chiffrer tous les octets indépendamment les uns des autres. Et donc, j'aurai une toute petite taille de bloc, et ça, on va pouvoir le casser. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Une fois que j'ai chiffré les octets indépendamment les uns des autres, je vais devoir mélanger ça. Et donc, on appelle ça la diffusion. Il faut rajouter une fonction de diffusion. Mais cette fois-ci, cette fonction de diffusion, je peux choisir une fonction linéaire, parce que celle d'avant, elle est non linéaire. Donc, c'est bon, j'ai mis quelque chose de non linéaire. Et donc, je vais utiliser une fonction linéaire pour ajouter de la diffusion. Et donc, j'itère ça un certain nombre de fois. Et donc, ça, c'est une construction typique de chiffrement par bloc qu'on utilise dans la pratique. Si vous regardez le chiffrement par bloc standard, qui s'appelle l'AES, eh bien, donc, qui a été conçu par Johan Demmen et Vincent Reimann, qui sont des collègues belges. Ils travaillent sur des blocs de 128 bits. Il y a plusieurs versions, il y a 3 versions suivant la taille de clé. Celle qui est la plus utilisée, elle a une clé de 128 bits. Il y a 10 tours, donc on itère 10 fois ce process. La petite fonction qui opère sur des octets. Ça s'appelle la boîte S. S, c'est pour substitution. C'est parce qu'on est en train de substituer les choses. Donc, cette boîte S, elle opère sur des octets. Et puis, vous avez une fonction de diffusion qui est une fonction de diffusion qui est linéaire et qui est linéaire sur l'alphabet d'entrée de la boîte S, donc sur le corps à 2 puissance 8 éléments. Et il y a quelque chose en plus qui est un cadencement de clé. Le cadencement de clé, c'est l'algorithme qui, à partir de la clé de 128 bits, va vous déduire toutes les clés K0, K1, K2, etc. Et ce cadencement de clé, c'est une fonction non linéaire, pas très compliquée, mais non linéaire. Voilà. Donc ça, c'est le chiffrement AES. Alors, comment on fait pour les choisir, là, ces blocs, cette fonction de diffusion et cette boîte S qu'on n'a pas définie? Eh bien, on essaye d'attaquer le système. Et puis, on regarde combien ça va coûter. Alors, une façon d'attaquer le système, une façon assez classique, c'est de faire ce qu'on appelle de la cryptanalyse différentielle. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va se dire, voilà, une façon de distinguer ma fonction de chiffrement d'une fonction aléatoire, ça va être de regarder ce qui se passe quand je lui envoie, je mets en entrée des messages, des entrées qui diffèrent d'une constante. Donc, je choisis une différence en entrée, je l'appelle petit a, et puis je chiffre, je prends l'image par ma fonction de chiffrement, donc pour certaines clés, de x et de x plus a. Puis je fais ça plein de fois, puis je regarde ce qui se passe en sortie. Je fais la différence en sortie, et je regarde combien elle vaut cette différence en sortie. Si ma fonction E, ma fonction de chiffrement, elle ressemble à une bijection aléatoire, alors en sortie, je vais avoir toutes les différences possibles,
à part 0 aussi, parce que je ne suis pas en train de chiffrer 2 fois le même message. Je vais avoir toutes les différences possibles, donc il y en a 2 puissance n moins 1, et elles vont apparaître à peu près le même nombre de fois. Ça va être uniformément distribué. Et donc, qu'est-ce que je vais vouloir pour attaquer mon système? Eh bien, je vais essayer de trouver un couple de différences, une différence en entrée, une différence en sortie, telle que quand je vais chiffrer x et x plus a, et je vais regarder la différence des images, eh bien, je vais obtenir b avec une probabilité qui est significativement plus grande que la probabilité uniforme. Et donc, si je fais ça, je vais réussir à distinguer ma fonction de chiffrement d'une bijection aléatoire à partir d'un nombre de couples clairs chiffrés qui est de l'ordre de l'inverse de cette probabilité-là. Et donc, si je veux résister à cette cryptanalyse différentielle, donc l'attaquant, je vous redis, il cherche un couple de différences A et B qui est tel que quand je chiffre des messages qui diffèrent de A, alors je vais trouver une différence de B avec une grande probabilité. Pour résister à cette cryptanalyse, je vais essayer que pour toutes les clés, cette probabilité soit toujours petite. Alors, comment on fait ça? Alors, en fait, c'est difficile de faire ça, parce qu'il y a pas mal de paramètres. Donc, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, qui est un peu plus simple. C'est, au lieu de calculer la probabilité qu'on ait B en sortie quand on a A en entrée, on va considérer ce qu'on appelle un chemin différentiel. C'est-à-dire qu'on va fixer aussi des différences intermédiaires. Et donc, ce qu'on va calculer, c'est la probabilité, quand on prend 2 entrées de messages qui diffèrent de delta 0, qu'après la première itération, on obtienne delta 1, après la deuxième delta 2, après la troisième delta 3, etc., jusqu'à delta R en sortie du dernier tour. Donc, c'est ça. Ça, on va essayer de le calculer, et puis on va dire, la probabilité que je voulais calculer avant, c'est la probabilité sur toutes les valeurs possibles des différences, c'est la somme des probabilités sur toutes les valeurs possibles des différences intermédiaires. Et en fait, sur ça, on sait faire un peu des choses, on sait démontrer des choses, je pense que vous verrez ça sans doute à un moment dans votre cours de crypto. Si vous regardez 2 itérations, 2 tours, donc 2 tours, ça ressemble à ça. Il y a ma boîte S, ma fonction de substitution qui travaille sur des octets, ma fonction linéaire L. Donc j'enchaîne ça 2 fois avec des additions de clés au milieu. Et en fait, ce qu'on s'est démontré, c'est que si on fait la moyenne de toutes ces probabilités, la moyenne sur toutes les clés, on s'est démontré que la probabilité qu'on ait ce chemin différentiel-là, elle est toujours inférieure ou égale à cette borne. Et cette borne, elle est sympathique. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 termes. Il y a un exposant et ce terme-là. Et en fait, ce terme-là, il ne dépend que de la boîte S. D'accord? Ce terme-là, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est la plus grande probabilité que je peux avoir pour quand j'applique donc à ma petite fonction S, qui est celle qui opère sur des octets, je lui applique une différence alpha en entrée, j'obtiens une différence bêta en sortie. Donc, quelle est la plus grande probabilité que je peux avoir comme ça, la plus grande transition différentielle quand le alpha est non nul? Donc ça dépend que de la boîte S. Et puis, l'exposant, je ne vous dis pas comment il est calculé, mais il dépend que de la fonction linéaire. Et donc, ce que j'ai envie de faire, ce qui va me donner un argument de sécurité, c'est cette borne. Et donc, ce que je vais avoir envie de faire quand je vais choisir ma fonction S et ma fonction linéaire, c'est que cette borne soit la plus petite possible, puisque je veux que la probabilité elle soit la plus petite possible. Donc, comment je fais pour que cette borne elle soit la plus petite possible? Pour que la borne soit la plus petite possible, je vais faire en sorte que je vais choisir ma boîte S pour que ce qu'il y a entre les parenthèses, ça soit le plus petit possible. Et comme c'est une proba, c'est plus petit que 1, donc je vais vouloir que l'exposant il soit le plus grand possible. Donc, je vais choisir ma fonction L pour maximiser l'exposant. Ça, je ne vais pas vous raconter comment on fait. Et puis, je vais choisir ma fonction S, ma boîte S, pour minimiser cette probabilité de transition différentielle. Donc, comment on fait pour minimiser la probabilité de transition différentielle? Vous allez me dire, mais c'était la même chose que le problème de départ. Oui, c'est la même chose que le problème de départ, sauf qu'au lieu de travailler sur une fonction de 128 bits, je travaille sur une fonction de 8 bits. Donc, maintenant, je peux faire vraiment des calculs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je construis une table. Les fonctions de 8 bits, c'est pas dur d'énumérer les entrées et d'énumérer les différences. Donc, vous voyez, ce que je vais calculer, c'est le delta de AB qui est là-haut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais parcourir toutes les différences en entrées possibles A, prendre tous les x possibles, toutes les entrées possibles. Donc ici, là, dans mon exemple sur le tableau, c'est des fonctions sur 4 bits. Donc je prends toutes les valeurs x de 4 bits, je leur ajoute par exemple la différence entre 0, 0, 1, 1,
Et puis, je fais la différence entre S de x plus 0,011 et S de x, et je regarde la valeur de la sortie. Et puis, je vais incrémenter dans la table en fonction de la valeur de la sortie. Si la sortie, c'est 0,111, et ben, je vais faire plus 1. Okay, donc, je calcule cette table-là, et je vais vouloir que toutes ces valeurs-là, elles soient petites. Alors, si vous regardez un petit peu cette table, vous voyez que toutes les valeurs, elles sont paires. C'est pas très difficile de comprendre pourquoi toutes les valeurs elles sont paires. En fait, parce que mes plus, c'est des plus modulo 2. Et donc, si j'ai une solution de cette équation, si j'ai un certain x tel que s de x plus a moins s de x, ça vaut b, en fait, quand vous transformez le x en x plus a, ce que vous regardez, donc dans le deuxième terme, vous allez avoir x plus a, et puis dans le premier terme, ça va être x plus a, et le XOR entre a et a, ça fait 0. Donc en fait, et les plus, c'est les moins parce qu'on est modulo 2. Donc en fait, quand vous avez une solution, vous en avez une deuxième. Donc c'est toujours pair, tous les nombres qui sont dans cette table. Et donc qu'est-ce que je vais chercher ? Je vais chercher une fonction S, bijective, qui soit telle que la plus grande valeur dans cette table, elle soit la plus petite possible. Donc la plus petite valeur possible que je puisse obtenir, c'est 2, forcément, puisqu'elle est paire, je ne peux pas avoir des zéros partout. Et donc, pour n'importe quelle fonction que je vais chercher, la valeur maximale de cette table, ça a un nom en mathématiques, ça s'appelle l'uniformité différentielle de la fonction, et bien c'est toujours supérieur ou égal à 2. Et si ce n'est pas 2, c'est 4, si ce n'est pas 4, c'est 6, etc. Alors, comment on fait pour trouver des fonctions comme ça ? C'est ça qu'on veut, hein. C'est le meilleur choix de fonctions qu'on peut avoir pour résister à la cryptanalyse différentielle. Et donc, on va chercher des fonctions inversibles, qui travaillent sur 0,1 puissance m, où m c'est typiquement 8, si on travaille sur des octets, et qui vérifient qui ont une uniformité différentielle 2, ça s'appelle des bijections APN. Et donc, on cherche des bijections APN qui travaillent sur cet alphabet-là. Souvent, le nombre de bits, c'est pair, hein. Souvent, c'est des octets. Quand ce n'est pas des octets, c'est 4. Ça peut être 16, mais souvent, nos processeurs, ils ne travaillent pas sur 7 bits ou sur 5 bits. Et donc, la seule bijection, mais malheureusement, la seule bijection connue qui a cette propriété d'avoir delta S égale 2, pour un nombre pair de bits, il n'y en a qu'une seule, et elle existe pour 6 bits. On aimerait bien en avoir une pour 8 bits, mais en fait, on ne sait pas s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Et il y a des collègues dans la salle avec qui je travaille pour essayer d'en trouver, mais c'est dur. Et donc, comment on fait pour en trouver de ces fonctions quand le m il devient un peu grand ? Pourquoi ? Parce que le nombre de bijections qui travaillent sur 8 bits, c'est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers, hein, donc on ne va pas les essayer toutes. Et celles qui ont une uniformité différentielle petite, elles sont rares. Donc, ce n'est pas en piochant au hasard que vous allez en trouver. Et donc, comment on fait ? On doit faire un peu des maths. Et il y a des cas où on arrive à démontrer des choses, c'est quand les fonctions qu'on regarde, c'est des fonctions qui s'écrivent simplement sur le corps fini à 2 puissance m éléments. C'est des fonctions x puissance s. Et donc, vous voyez, là, on a des exemples de fonctions qui sont des fonctions qui ne vérifient pas delta s égale 2 parce qu'on n'en connaît pas. Donc, c'est les meilleures suivantes. Elles ont delta s égale 4. Et donc, vous avez des exemples là. Alors, vous voyez que, pas de chance, hein, on en cherche pour 8, mais les premières, elles n'existent que quand m n'est pas divisible par 4. La troisième, elle existe que quand m n'est pas divisible par 8. Et donc, il y a celle-là. Celle-là, elle existe pour tous les m pairs. Donc, elle est sympathique. Et qu'est-ce que c'est cette fonction ? Donc, cette fonction, pour la petite histoire, c'est l'inverse dans un corps fini de caractéristique 2. Et les gens qui ont démontré que cette fonction, elle se comportait bien pour la cryptanalyse différentielle et pour la cryptanalyse linéaire, c'est Gilles Lachaud et Jacques Wolfman. Et Jacques Wolfman, c'était un membre éminent et regretté de l'Institut de mathématiques de Toulon. Et donc, évidemment, il n'y a que celle-là. Donc, dans le standard, c'est celle-là qu'on utilise. C'est pour ça que je vous disais en commençant, dans vos téléphones, donc dans l'AES, donc dans vos téléphones, dans votre ordinateur, quand vous utilisez HTTPS, et c'est ça que vous avez, c'est cette fonction dans un corps fini. Et ces bonnes propriétés, elle est là parce que ces bonnes propriétés cryptographiques, elles ont été démontrées par nos collègues. Et donc le travail qu'on fait avec les collègues de Toulon, ça consiste entre autres à essayer de trouver des fonctions APN, donc qui n'ont pas delta S égale 4, mais delta S égale 2. Et si on arrive à en trouver, on ne sait pas s'il en existe, mais si on arrive à en trouver, ça permettrait de diminuer le nombre d'itérations qu'on fait dans le standard, et donc on gagnerait en rapidité, en énergie, etc. Donc c'est des maths avec des corps finis, mais
ça a une implication assez importante dans la vraie vie. Alors ça, c'est l'AES, c'est le standard, il a été défini en 2001. Et donc, on est plus de 20 ans après, et en fait, on est super content de notre standard, parce que il est toujours solide. Je vous ai dit, la version à 128 bits de clé, elle fait 7 tours, elle fait 10 tours, pardon, il y a 10 itérations, et en fait, la meilleure attaque qu'on connaît, elle coûte très cher, et elle ne concerne que 7 tours. On ne sait pas attaquer plus, on n'a pas d'idée pour commencer à attaquer plus que 7 tours. Donc, on est tranquille. Pour vous montrer qu'il n'y a pas de problème, il y a le standard de l'AES a été remis à jour en mai 2023. Et la mise à jour commence par dire c'est juste une mise à jour éditoriale, il n'y a aucun changement technique par rapport aux spécifications d'origine dans le standard. Donc, tout va bien. Donc, en fait, on pourrait dire on est un peu au chômage. En fait, non. En fait, non, parce que dès l'apparition du standard, donc début des années 2000, on a commencé aussi à voir émerger un certain nombre d'applications dans lesquelles ce standard, il n'était pas très approprié parce qu'il était trop gros. Une des toutes premières, c'est les clés de voiture. Donc dans vos clés de voiture, vous avez de la crypto, sinon on vous vole votre voiture. Et dans vos clés de voiture, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Et si on vous vide la pile de votre clé de voiture, que vous devez la changer tous les mois, vous n'allez pas être très content des cryptographes. Donc vous n'allez pas mettre des trucs avec de l'AES là-dedans. Un autre exemple, qui est un exemple que j'aime bien, c'est les implants médicaux. Je raconte toujours, donc ça c'est l'exemple historique. Dick Cheney, c'était un ancien vice-président des États-Unis, c'était le vice-président des États-Unis à l'époque du 11 septembre. Et Dick Cheney, il avait un défibrillateur cardiaque. Et Dick Cheney n'avait pas que des qualités, mais il n'était pas complètement idiot. Et il avait peur, il s'était rendu compte qu'en fait, on pouvait déclencher son défibrillateur. Donc un défibrillateur, c'est comme ceux que vous avez dans les bâtiments, c'est un truc qui fait des chocs s'il y a un arrêt cardiaque. Et donc si ce truc se met à dérailler et se met à choquer, vous pouvez tuer quelqu'un s'il choque 10 fois. Et en fait, les défibrillateurs cardiaques, bien sûr, ils se commandent, ils se règlent avec une télécommande. C'est assez spectaculaire à voir. Et donc, il avait très peur que quelqu'un prenne le contrôle de son défibrillateur cardiaque. Donc il faut mettre de la sécurité dans un défibrillateur cardiaque, il faut au moins qu'il y ait de l'authentification. Le problème, c'est que dedans, on met de la crypto, et faire des calculs de crypto, ça consomme de l'énergie. Et l'énergie du défibrillateur cardiaque, elle vient d'où ? Elle vient d'une batterie qui est implantée. Donc de temps en temps, la batterie, elle est vide, il faut la changer. Et quand vous dites à un cardiologue, oui, d'habitude, vous changez la batterie tous les 3-4 ans, mais en fait, il va falloir la changer tous les 6 mois parce que j'ai mis de la crypto, il n'est pas d'accord pour opérer plus souvent quelqu'un de cardiaque, curieusement, pour changer la batterie. Donc, si on veut mettre de la sécurité dans les implants médicaux, il faut quelque chose qui ne consomme vraiment pas beaucoup d'énergie. Et puis, il y a cet exemple dont je vous ai parlé, des cartes sans contact, dont la crypto avait été cassée. Donc, on a une question qui s'est posée assez vite après que l'AES ait été définie. On nous a dit, donc l'AES c'est un super standard, il est solide, vous pouvez le mettre partout, il n'y a pas de problème, il est dans nos ordinateurs, dans nos téléphones, etc. Tout va bien, sauf qu'il y a un petit nombre d'applications, des applications que vous voyez qui sont un petit peu de niche, je dirais, des applications particulières, dans lesquelles on a des vraies contraintes d'implémentation. Et donc, dans ces applications-là, l'AES, il n'est pas adapté et il faut qu'on trouve des nouvelles primitives. Alors, comment on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut faire moins cher que l'AES sans que la sécurité s'effondre ? Donc, c'était une question qui nous préoccupe et assez vite. Je vous ai raconté que les industriels, comme ils n'arrivaient pas à mettre l'AES dans leur carte sans contact, mais ils ont bricolé une solution maison qui s'est avérée mauvaise, et ça c'est pas surprenant. À un moment, on s'est dit on a vraiment besoin d'un standard. Alors comment on a fait pour définir un standard dans le chiffrement léger ? Ça c'est tout récent, il a été défini il y a 1 an. Donc on appelle ça de la crypto lightweight, allégé, à bas coût, je ne sais pas bien comment on traduit en français. Comment on fait ? Ça, c'est quelque chose qu'on utilise systématiquement pour définir des standards en cryptographie. On fait des concours. Vous voyez, la crypto, c'est quand même une science adversariale. Donc, on aime bien se casser les trucs les uns les autres et puis on aime bien gagner des concours. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment on définit un standard ? Eh bien, il y a un organisme de standardisation. En général, c'est l'organisme américain, le NIST,
qui dit, voilà, je lance un processus de standardisation, j'aimerais bien définir un standard qui a telle et telle propriété. Donc là, c'était, je voudrais un standard de chiffrement qui fasse aussi de l'authentification, qui ait des clés de telle taille, des tailles de blocs de telle taille, etc. Proposez-moi des candidats. Bon, c'est bien, c'est une bonne façon de définir un standard en plus parce que ça leur coûte rien, c'est les gens qui font le travail. Proposez-moi des candidats. Donc, il lance un appel à soumission. Et donc, tous les cryptographes qui ont envie, qui ont une bonne idée, ils proposent un candidat qui vérifie les critères que demande le NIST. Alors c'est un gros boulot quand même de proposer un candidat parce qu'il faut rédiger un document qui explique pourquoi faut être un peu transparent, donc pourquoi vous avez fait votre algorithme comme ça, comment vous avez choisi, je sais pas, votre boîte test, pourquoi, quels critères, etc. Faut expliquer que vous avez essayé de l'attaquer comme ci, comme ça, pourquoi ça résiste aux attaques, faut fournir de l'implémentation, faut dire, voilà, sur un logiciel, sur mon PC, ça fait ça, mais sur un microcontrôleur, c'est différent, et puis les gens qui font du matériel, ils le feraient comme ci, donc voilà, c'est un gros boulot. Il n'empêche que à chaque fois qu'il y a un concours comme ça, en général, il y a entre 50 et 60 équipes. Donc c'est rarement un individu tout seul, c'est plutôt des équipes avec des cryptographes, des gens qui font de la cryptanalyse, mais aussi des gens qui font de l'implémentation. C'est des équipes souvent une dizaine de personnes, qui soumettent des propositions. Donc dans le cas de la compétition Lightweight, la date limite pour soumettre les candidats, c'était février 2019. Ils ont reçu 56 candidats. Et puis ces candidats, le NIST vérifie il vérifie bien ce qu'on demande et il les publie. Donc vous allez voir sur le site web, vous avez tous les candidats, les gens qui ont soumis, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, une fois que vous avez fait le candidat que vous espérez être le meilleur possible, si vous voulez gagner la compétition, qu'est-ce que vous faites ? Vous attaquez les autres candidats pour gagner. Et donc on joue à ça pendant un certain nombre d'années. Évidemment, il faut qu'on ait le temps d'évaluer la sécurité de tout le monde. Donc on organise des confs. Il y a eu 6 conférences internationales là, pendant le process. Vous voyez, soumission début 2019, sélection finale en 2023. C'est encore un peu court, à mon avis, d'ailleurs. Et avec plusieurs tours de sélection. Vous voyez, il y a une demi-finale où il n'y avait plus que 32 candidats. Donc on écrème un petit peu pour essayer de focaliser le travail de sécurité. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça c'est beaucoup comme ça qu'on fonctionne. Les standards, ils sont définis. Vous voyez, c'est vraiment un processus public, et ça, c'est hyper important. Donc celui qui a été sélectionné à la fin, il s'appelle Ascon. C'est un chiffrement qui a été défini par mes collègues autrichiens, l'université de Graz. Et donc c'est hyper important de savoir que quand vous utilisez un standard comme ça, il y a toute la communauté des cryptographes qui a essayé de l'attaquer pendant 5 ans. Alors tout le monde n'a pas travaillé sur tout pendant 5 ans, puisqu'il y avait 56 candidats au départ, mais quand même, il est public, c'est un standard public, et les gens ont essayé de l'attaquer. Ça n'a rien à voir avec un algorithme dont on vous dit « oui, vous inquiétez pas, il est sûr », mais en fait, personne n'a regardé, c'est juste celui qui l'a fait qui dit « oui, pas de souci, il est solide ». Ou ce qui existe aussi, des algorithmes qui ont été publiés, dont on vous dit « il n'y a pas de problème », et en fait, il y a une trappe dedans parce que le gouvernement américain, chinois ou un autre a mis un truc qui permet de décrypter les communications. Donc là, vous savez qui l'a fait, qui l'a analysé, ça vous donne une garantie de sécurité. Donc souvenez-vous, Kerckhoffs, mon linguiste au début, c'était ça qu'il nous disait. Faut que même dans les écoles militaires de nos ennemis, on puisse regarder notre chiffrement. Alors, comment on fait pour faire de la crypto à bas coût ? On prend l'AES et puis on essaie de le faire moins gros, on le fait maigrir un peu. Mais c'est un peu dangereux de faire ça. Vous imaginez bien que quand on a fait l'AES, je vous ai expliqué, on a réfléchi, on a fait des maths, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire pour l'alléger ? Première chose assez naturelle, l'AES, il travaille sur des blocs de 128 bits, on pourrait le faire travailler sur des blocs un peu plus petits. Typiquement 64 bits. Alors on peut faire ça, il faut faire quand même attention à ce qu'on fait. Quand on travaille avec un algorithme qui travaille que sur 64 bits, en fait ça veut dire qu'il ne faut pas chiffrer trop de données avec la même clé. Dès que vous vous approchez du giga de données, il faut surtout changer de clé, sinon on a un problème de sécurité.
Deuxième chose, l'AES, vous vous souvenez, notre boîte S, notre petite fonction non linéaire, elle travaillait, celle de l'Université de Toulon, elle travaillait sur des octets. Celle-là, on va la faire plus petite pour qu'elle coûte un peu moins cher. Donc typiquement, on va prendre une boîte S qui travaille sur 4 bits, donc 2 fois moins, ou bien 3 bits si on est un peu aventureux, mais là on devient très aventureux. Dans l'AES, on avait une fonction linéaire qui en fait était une fonction non linéaire dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est assez compliquée, qui est une fonction qui est non linéaire sur le corps fini F2 puissance 8, parce que ma boîte S, elle travaille sur l'alphabet à 8 bits, des mots de 8 bits. Et cette fonction non linéaire, c'est, si vous vous souvenez, ou vous vous souvenez pas, mais j'avais une formule avec une probabilité qui dépendait de la boîte S et un exposant. Et en fait, cette fonction non linéaire, elle est compliquée pour maximiser l'exposant en question. Et donc cette fois-ci, on va arrêter de maximiser l'exposant. On va prendre une fonction qui est sous-optimale, mais qui va être plus sympa, plus facile à implémenter. Donc une fonction moins compliquée. Et puis on peut aussi essayer de simplifier la façon dont on obtient les sous-clés de tour à partir de la clé maître. Donc si on fait ça, on peut obtenir un truc comme ça. Ça, ça date de 2007, c'est un chiffrement qui s'appelle présent. Donc c'est exactement la stratégie que je viens d'énoncer. Hein. On travaille sur 64 bits au lieu de 128 bits. Les fonctions S, elles travaillent plus que sur 4 bits au lieu de travailler sur 8 bits. Et la fonction non linéaire, là, elle est hyper simple. C'est juste on permute les bits. Hein. C'est des fils qui se croisent. Voilà. Alors on fait ça. Ça coûte moins cher. Mais, il y a un mais, bien sûr. Le mais, c'est qu'il faut quand même que ça reste sûr. Et donc vous voyez que c'est quand même moins solide, enfin c'est moins lourd que l'AES, il faut que ça reste sûr, et donc pour garantir un peu la sécurité, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir itérer plus. Donc dans l'AES, on itérait ça 10 fois, là on va itérer 31 fois. Et puis, dans toutes les tentatives qui ont suivi, qui sont parties dans la même direction, on a continué à essayer d'alléger un peu dans ce sens-là, la boîte S, la fonction linéaire, mais le prix à payer, ça a été d'augmenter le nombre d'itérations, et vous voyez parfois de façon qui devient complètement délirante. Donc on a des chiffrements, 48 tours, après ça dépend un peu de la taille de bloc, de la taille de clé, mais il y a même des chiffrements qui sont arrivés à 72 itérations. Et on a eu une telle inflation dans le nombre de tours que j'ai des collègues qui ont publié un article qui avait ce titre-là, que je ne sais pas traduire, mais que j'aime beaucoup, pour dire que, ce chiffrement à bas coût, lightweight, en fait, c'était un chiffrement effectivement qui était petit, mais quand vous mettez l'entrée, puis vous allez boire votre café pour avoir la sortie. Donc on a compris à un moment que ça, c'était pas une piste géniale, en tout cas pour certaines applications. Il y avait plein d'applications où on avait besoin d'un chiffrement à bas coût, mais où il fallait qu'il n'y ait pas de latence, il fallait qu'il y ait une réponse tout de suite. Si vous chiffrez la mémoire de votre ordinateur, par exemple, vous n'avez pas envie que ça consomme plein d'énergie, mais quand vous faites un accès mémoire, vous n'allez pas boire un café avant d'avoir le résultat. Pareil pour tout ce qui est embarqué dans les voitures. Donc vous voyez, ça nous a conduit à réfléchir à d'autres constructions. Ascon n'est pas tout à fait construit tout à fait comme l'AES, pour cette raison-là, pour essayer de ne pas avoir cette inflation dans le nombre de tours. Et une autre direction, qui est la dernière chose dont je vais vous parler, qui est vraiment aussi un travail de recherche, hein, tout ce que je vous raconte sur la crypto à bas coût, c'est vraiment des choses qui sont actuelles et qui font l'objet de recherche actuellement. Une autre façon d'alléger, dont j'ai déjà parlé, c'est d'essayer d'alléger le cadencement de clés, donc la façon dont on dérive toutes les sous-clés qu'on va insérer à la fin de chaque tour à partir de la clé maître. Et donc, ce qu'on a envie de faire dans l'AES, c'est une fonction non linéaire qui n'est pas hyper coûteuse, mais quand même. Et en fait, on se dit, pourquoi on fait un truc aussi bête que ça ? Pourquoi on n'ajoute pas la même clé tout le temps ? Qu'est-ce que ça changerait ? Alors, ajouter la même clé tout le temps, on sait que ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut quand même pas que ça soit la même, mais après tout, on peut faire ajouter la clé K, puis la même plus une constante qui est fixée. On peut faire K, K plus 1, K plus 2, K plus 3. Et ça pourrait bien se passer. Et effectivement, on n'a pas d'argument pour dire, a priori, ça va mal se passer.
Pourquoi on ne ferait pas ça? Et donc, j'ai des collègues qui ont proposé un système qui est vraiment de ce type-là. Donc, il s'appelle Midori, ça date de 2015. Quand je dis proposer un système, ils n'ont pas proposé un standard, c'est un papier de recherche qu'ils ont publié dans une conférence. Et donc, ça ressemble à présent, à ce système dont je vous ai parlé. Il travaille sur 64 bits, il y a une boîte S sur 4 bits. La fonction de linéaire, elle est un petit peu plus compliquée que ça. Mais bon, pas franchement beaucoup plus compliqué. Et eux, ils ont allégé le cadencement de clé. Donc la clé, elle fait 128 bits. Donc ils la coupent en 2 morceaux de 64 bits. Le premier morceau, c'est K0, c'est celui que vous additionnez, c'est la première sous-clé que vous utilisez. Le deuxième morceau, c'est K1. Vous l'additionnez là, et puis après les suivantes, vous prenez K0, puis vous lui ajoutez une constante de tour. Vous pouvez faire K0 plus 1, pardon, et K1, après K1 plus 1, etc. Et donc vous alternez entre les tours pairs et les tours impairs. Vous mettez K0 plus une constante et K1 plus une constante. Voilà. Donc c'est ce qu'ils ont proposé. Et en fait, 1 an après la publication de ce système qui avait l'air bien sous tout rapport, les gens qui ont proposé ça, c'est des collègues cryptographes tout à fait excellents. Patatras, on s'est rendu compte que ce système de chiffrement-là, il avait une propriété absolument sidérante qui faisait que ça ne pouvait pas être un très bon système de chiffrement. C'est qu'il y avait des ensembles de messages, des ensembles d'entrées qui restaient invariantes par le chiffrement, et ce, indépendamment du nombre d'itérations, pour certaines clés quand même. Et donc effectivement, si vous fixez... Donc K0 et K1, c'est les 2 moitiés de clés qui sont sur 64 bits chacune. Et donc si vous fixez K0 et K1 de telle sorte que alors ce qu'on appelle les nibbles, c'est pas les octets, c'est les demi-octets. Donc leur sous-groupe de 4 bits valent tout, donc que tous leurs sous-groupes de 4 bits valent ou 0 ou 1. Donc vous avez quand même 2 puissance 16 possibilités pour K0, 2 puissance 16 possibilités pour K1. Eh bien, si vous faites ça, et que vous regardez l'ensemble de messages dont les nibbles valent ou 1000 ou 1001, eh bien cet ensemble, il reste invariant par la fonction de chiffrement, indépendamment du nombre d'itérations que vous faites. Donc je vous donne un exemple. Eh bien, vous prenez cette clé, donc je l'ai écrit en hexa. Donc en hexa, 0 c'est 0, 0, 0, 1, ça c'est le bit de poids faible, c'est 1. Donc je prends une clé, c'est nibble, c'est 1 ou 0. Donc par exemple, je prends celle-là, K0 et K1. Je prends un message, donc les messages c'est nibble, ils doivent être là-dedans. Donc ça c'est le bit de poids fort, donc ça en hexa c'est 8. Ça, c'est 9 en hexa. Donc, je prends par exemple le message qui a tous ses nibbles à 9. Mais j'aurais pu prendre un message 8, 9, 8, 9. J'applique ma fonction de chiffrement avec cette clé. Vous voyez, le chiffré, oui, ces nibbles, ils valent que ou 8 ou 9. D'accord ? Vous pouvez réappliquer la fonction de chiffrement un nombre quelconque de fois à ce chiffré-là, et vous aurez un truc, il n'y a que des 8 et des 9 dedans. Aïe. Pour une fonction qui doit ressembler à une fonction aléatoire, c'est pas génial. Et donc là... on s'est inquiété et on travaille encore là-dessus en se disant mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Ces gens, ils ont fait ce système, il a toutes les bonnes propriétés, ils ont choisi une boîte S qui a la bonne uniformité différentielle, on sait qu'il résiste à la cryptanalyse différentielle, à la cryptanalyse linéaire, machin, et puis en fait, il se passe un truc comme ça. Et en fait, non, il ne résiste pas du tout à la cryptanalyse différentielle. Vous prenez des messages, vous prenez les nibbles qui diffèrent de 1 et vous voyez que vous avez une différence qui se propage à travers tout le chiffrement. Comment c'est possible ? Et c'est des choses sur lesquelles moi je suis en train de travailler avec des collègues en ce moment. Donc il faut absolument qu'on comprenne quand même ce qui se passe pour qu'on ne recommence pas. Donc, où est l'erreur de raisonnement ? Et en fait, c'est une question de probabilité qui fait que les choses se passent mal. Je vous ai dit, quand on fait un système de chiffrement comme ça, on analyse la probabilité d'un chemin différentiel. Donc, vous fixez des différences après chaque tour et vous regardez quelle est la probabilité que, en entrée, quand vous prenez des messages en entrée qui diffèrent de delta, en sortie, vous ayez une différence fixée. Et donc, si je regarde ce qui se passe pour Midori et que je prends le chemin différentiel qui a les mêmes différences, delta à chaque tour, et cette différence, c'est n'importe quoi cette différence, c'est la différence dont tous les nibbles sont 1. Donc, en hexa, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Et donc, je regarde ce qui se passe. Eh bien, je vous ai dit, vous vous souvenez, il y avait une borne tout à l'heure. Si on regarde sur 2 tours, là, on peut même faire mieux qu'une borne. On sait calculer ce qui se passe en moyenne sur les clés. Donc, la probabilité qu'on ait ce chemin différentiel en moyenne sur les clés, c'est 2 puissance moins 48 fois R. R, c'est le nombre de tours. Vous voyez, on a un truc 2 puissance moins 48, bon, c'est assez gros. Par contre, vous itérez un peu, donc vous faites 10 tours, et ça devient tout petit, et on est tranquille. Le problème, c'est qu'en fait, dans votre système de chiffrement, donc mon résultat là, il est en moyenne sur les clés, mais quand vous utilisez votre système de chiffrement, la clé, elle est fixée. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous fixez la clé et que vous dépliez un petit peu ce qui se passe en moyenne sur les clés? Eh bien, en moyenne sur les clés, effectivement, vous avez un truc tout petit, mais ce truc tout petit, il se décompose en 2 parties. Il y a quelques clés, qui sont les clés faibles que j'ai identifiées tout à l'heure, celles pour qui ça se passe mal, pour lesquelles la probabilité, c'est 2 puissance moins 48, et c'est indépendant du nombre de tours. Donc la probabilité, elle ne bouge pas avec le nombre de tours. Et puis tous les autres, c'est 0. Donc effectivement, quand vous faites le truc en moyenne sur la clé, comme je suppose que toutes les sous-clés sont indépendantes les unes des autres, la taille de clé, elle augmente, donc ma probabilité, elle diminue. Mais en fait, la probabilité, elle diminue parce que je calcule une moyenne sur un ensemble qui grossit. Mais dans la vraie vie, j'ai un cadencement de clés, donc mes sous-clés elles dépendent les unes des autres. Et donc cette probabilité en moyenne, jamais elle peut me refléter ce qui se passe dans la vraie vie. Parce que je fais une moyenne sur les clés, mes sous-clés, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. Et en fait, dans la vraie vie, ce que je fais, mon cadencement de clés, vous vous souvenez, c'est simple, j'ajoute juste une constante de tours, et il est compatible avec ce truc-là. Donc en fait, mes clés qui sont dans cet ensemble-là, si les premières sont dans l'ensemble, toutes les suivantes, elles vont être dans l'ensemble. Et donc ça, c'est vraiment un problème mathématique. Je vous l'explique avec les mains, mais on peut le faire pour des choses plus compliquées. C'est un problème mathématique qui est lié à des propagations d'espace vectoriels, enfin d'espace affine, dans le système. Et donc vous avez un cadencement de clés qui est linéaire et qui va être compatible avec des propriétés algébriques qu'on va avoir pour nos cryptanalyses différentielles. Et donc ce qui se passe mal, ça c'est juste pour vous montrer que il y a un peu de l'algèbre là-dedans. Ce qui se passe mal, c'est que ça vient aussi du fait que les gens ont choisi pour fonction linéaire une matrice qui est orthogonale. Donc ça va être une matrice, c'est en fait une matrice qui est égale à son inverse, qui est aussi égale à sa transposée. Et ça engendre une catastrophe, ce qui n'allait pas de soi, mais c'est comme ça. Pour terminer, quelques mots de conclusion. Alors la première conclusion, qui est la conclusion usuelle, et c'est pour ça que je viens vous parler beaucoup de cryptanalyse, et pour revenir à la meilleure défense, c'est l'attaque. Mon idée, c'était de vous montrer qu'en fait, pour être sûr, pour avoir des garanties de sécurité sur tous nos protocoles de sécurité et sur les primitifs cryptographiques, eh bien, il faut absolument qu'il y ait un effort public, soutenu et continu de cryptanalyse. Donc il faut qu'il y ait des gens qui fassent des attaques, qui estiment la complexité, le coût de ces attaques, et ces gens-là ne peuvent être que des gens qui sont payés par la puissance publique, parce que vous imaginez bien que si c'est un industriel, il va dire que tout se passe bien dans ses produits. Et puis, c'est un effort qui doit être soutenu aussi. Soutenu parce que si c'est juste quelqu'un qui a regardé sur un coin de table, bon, c'est pas génial. Et c'est un effort qui doit être continu. Ça, c'est toujours vrai pour la sécurité. Moi, je dis toujours, je pense que je suis un peu déformée parce que j'ai grandi pas loin d'une centrale nucléaire. Les gens qui font de la sécurité nucléaire, c'est comme les gens qui font de la pharmacovigilance aussi. Hein. Ils évaluent quels sont les risques pour une centrale nucléaire, quelle est la probabilité d'un tremblement de terre avec telle force, etc. Ils dimensionnent leur centrale, mais après, ils partent pas en vacances. Un jour, ils disent « Ah oui, mais il pourrait y avoir un avion qui tombe sur la centrale, donc est-ce qu'on a pensé à ça ?» Et ils réévaluent tout le temps. Eh bien, en cryptographie, c'est pareil, on doit réévaluer tout le temps, et en fait, il se passe plein de choses. D'abord, on devient de plus en plus intelligent de jour en jour, on crée des nouveaux algorithmes, et donc ces nouveaux algorithmes-là, on peut les utiliser pour attaquer. Et puis, on fait des progrès technologiques. Il y a des calculs qu'on sait faire maintenant qu'on ne savait pas faire avant.
et avec des vrais... Alors, il y a la loi de Moore qui ralentit, mais qui fait que vos ordinateurs, quand même, ils sont plus puissants qu'ils n'étaient il y a 10 ans. Donc, on peut calculer plus. Et puis, il y a quand même des choses qui ont changé. On utilise beaucoup les processeurs des cartes graphiques pour faire beaucoup de calculs. Et donc, ça a permis de faire des choses qu'on ne savait pas faire en pratique avant. Et puis, il y a des choses qu'on ne sait pas encore faire, mais dont on se dit que peut-être on saura les faire un jour et qu'il ne faudrait pas que notre cryptographie s'écroule. Et c'est le cas du fameux ordinateur quantique dont on nous rabat les oreilles en ce moment. Donc, cet ordinateur quantique, dont on ne sait pas si on saura le fabriquer un jour, mais on sait que si on savait le fabriquer, eh bien, il permettrait de cryptanalyser un certain nombre de nos primitifs cryptographiques. Pas vraiment celles dont je vous ai parlé là. Alors, un peu, en gros, pour l'instant, ce qu'on sait faire pour casser l'AES, c'est chercher la clé plus vite. Bon, donc pour l'AES, ça serait embêtant, mais on sait que si on prenait une clé 2 fois plus longue, on reviendrait à la sécurité normale. Alors, c'est en gros c'est à gros traits. Hein. Il y a des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut raffiner. La cryptanalyse différentielle, on peut la faire plus vite, mais c'est pas nous qui sommes le plus touchés. Les gens qui font de la cryptographie à clé publique, eux, ils ont beaucoup de soucis parce que tous nos systèmes qui reposent sur, beaucoup de nos systèmes qui sont très employés, qui reposent sur des problèmes de théorie des nombres, factoriser des grands nombres, chercher des logarithmes discrets, ceux-là, ils seraient très très accélérés par un ordinateur quantique. Donc il faut changer de cryptographie à clé publique. Et donc il y a un concours, exactement comme celui dont je viens de vous parler, il y en a un qui est encore en cours, hein, pour faire de la cryptographie post-quantique. La cryptographie post-quantique, elle n'a rien de quantique, c'est de la cryptographie comme ça, sauf que c'est de la cryptographie qui résiste à des attaques avec un ordinateur quantique. C'est en cela qu'elle serait post-quantique. Donc vous voyez, hein, cet effort de cryptanalyse, il évolue. Il y a toujours des gens qui essaient de faire des attaques. C'est pas parce que vous avez regardé un système que vous avez essayé de l'attaquer il y a 10 ans qu'il ne va pas être attaquable dans 20 ans, parce que peut-être qu'on aura un ordinateur quantique et que ça va accélérer considérablement les attaques. Et puis, on a des nouveaux besoins. Je vous ai parlé de ces chiffrements légers qui arrivent dans des applications auxquelles on ne pensait pas il y a 25 ans. Et c'est quand on a fait les premières cartes sans contact qu'on s'est dit « Oups, mais nos standards, ils ne rentrent pas dedans ». Il va falloir faire autre chose. Donc, et vous voyez qu'avec ce que je vous ai raconté, que ce n'est pas du tout évident de dire on va prendre l'AES et puis on va l'alléger un peu, puis ça va bien se passer. C'est des trucs qui prennent des années. Il y a des années de recherche pour arriver à des solutions qui soient satisfaisantes. Et donc, il y a ces chiffrements à bas coût. Il y en a d'autres. Hein. Vous avez entendu parler de blockchain, de bitcoin, il y a de la crypto là-dedans. Et il y a de la crypto symétrique, des choses qui ressemblent à ce que je vous ai montré, mais là c'est pareil, l'AES ça marche pas bien. Pourquoi ? Parce que l'AES ça marche sur des données binaires, des 0 et des 1, et ces trucs-là ça doit travailler sur des très grands nombres premiers. Et donc ça fait pas bon ménage. Donc il faut qu'on réinvente une variante de l'AES, mais qui travaille sur des très grands nombres premiers au lieu de travailler sur des octets. Et ça, c'est compliqué aussi, comme pour mes histoires de cryptographie à bas coût. Quand vous essayez de modifier un truc qui a été fait dans un contexte particulier, vous changez quelque chose, il y a des risques et des fois, ça peut s'écrouler. Donc tout ça, c'est des problèmes de recherche. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas fini de travailler en crypto. Les gens qui font des attaques, qui font de la cryptanalyse, c'est un peu comme les gens qui font de la pharmacovigilance pour les médicaments. Ils ne seront jamais au chômage parce que, comme il n'y a pas de crypto parfaite, forcément, cette crypto qu'on utilise, il faut l'évaluer en faisant des attaques. Et puis, le deuxième message que je voulais faire passer, un petit peu plus méta et moins orienté sur la crypto, c'est sur la sécurité informatique en général. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un master avec un parcours Math Info.
Et donc, quand vous faites de la sécurité informatique, et il y a beaucoup de travail et beaucoup de besoins pour les gens qui font de la sécurité informatique, eh bien, cette sécurité informatique, il faut faire de la crypto et il faut comprendre la crypto pour faire de la sécurité informatique. La sécurité informatique est rien comme sans la crypto, tout comme ma bibliothèque Ikea est rien sans des planches qui sont bien faites. Mais en même temps, cette sécurité informatique, elle est rien sans tout ce qu'il y a autour. La crypto ne fait pas tout, loin de là. Et donc, on a besoin de plein d'autres disciplines informatiques. Donc, j'aime bien dire ça parce que dans les médias ou les buzzwords qu'on utilise, cybersécurité, machin, il y a une vraie confusion dans les choses. Donc, c'est pas parce qu'on fait de la crypto qu'on sait faire de la sécurité. Il y a plein d'autres choses. Il y a des gens qui font de l'implémentation, il y a des gens qui font de la compilation, il y a des gens qui font de la micro-architecture, il y a des gens qui font de la vérification de programmes. Tout ça, c'est des langages de programmation. Il y a plein. Donc, toutes les disciplines de l'informatique un peu tournent autour de ça. Et évidemment, après, ce dont je parle même pas, c'est que votre protocole, il y a des aspects réseau, il y a des aspects OS. Et donc, il y a plein d'infos. Donc, quand vous voulez faire de la sécurité informatique, il faut savoir plein d'infos. Et il faut quand même savoir de la crypto. Il faut comprendre de la crypto. Et c'est important parce que si un jour vous devez implémenter ou même utiliser de la crypto, il faut comprendre un peu ce qui s'y passe, pourquoi on fait ça. C'est ça qui fait qu'on a beaucoup d'implémentations buggées de crypto, parce que les gens qui les implémentent, d'abord parce que nous, on n'est pas forcément très clair quand on spécifie des algorithmes. On ne précise pas pourquoi on fait les choses, parce que parfois c'est un peu compliqué. Et les gens qui implémentent, ils font des raccourcis, ils se disent « ce truc, ça m'a l'air bien compliqué, inutilement, je ne vais pas faire comme ça ». Et donc c'est comme ça qu'on arrive à des catastrophes. Et donc c'est important de connaître à la fois des maths et de l'info pour faire de la sécurité informatique. Mais je ne suis pas en train de vous dire que pour faire de la cryptographie, il faut à la fois avoir le prix Turing et la médaille Fields. C'est pas comme ça. Moi, j'aime bien réutiliser ce que disait un collègue de Matappli et le reprendre à mon compte. Pour faire un cryptographe, c'est un peu comme quelqu'un qui est champion du monde de boxe et champion du monde d'échecs. C'est-à-dire que moi aussi, je suis capable de battre le champion du monde de boxe aux échecs et le champion du monde des échecs à la boxe. Nous, on est un peu pareil. Donc, je peux battre en maths les informaticiens, je peux battre en informatique plein de matheux. Mais c'est pas pour ça que on a besoin pour faire de la crypto et pour comprendre la crypto d'être des génies mathématiques ou des génies informatiques. D'ailleurs, de l'existence de génie mathématique ou informatique, ça me laisse un peu dubitatif, et je terminerai pour cela. Soyez pas... j'ai entendu les discours officiels avant de parler. C'est super chouette, ces prix scientifiques, et je suis très très fière et très honorée d'avoir eu le prix Irène Joliot-Curie cette année, mais faut pas que ça vous donne une impression fausse de la recherche. Moi aussi, quand j'étais étudiante, j'avais l'impression qu'un chercheur, c'était un homme, enfin souvent un homme, qui était génial, qui travaillait tout seul, et puis en informatique, qui était derrière sur son clavier, derrière son écran, et qu'il avait genre la science infuse. C'est tout l'inverse. Moi, la façon dont je vis la recherche, c'est que tout mon travail, il est tout le temps collaboratif, et les résultats, c'est pas une personne, ils sortent pas de la tête d'une personne, ils sortent de la tête d'un groupe. Et j'aime bien qu'on se souvienne de Enigma. Pour ceux qui n'ont pas lu ou pas vu de choses sur Enigma, regardez, c'est quand même passionnant ce qui s'est passé sur la façon dont on a décrypté, dont les Alliés ont décrypté Enigma pendant la guerre. Et vous verrez, en particulier, on parle toujours de Turing, mais c'est pas Turing tout seul qui a décrypté Enigma. Les gens qui ont décrypté Enigma, ils étaient des milliers, les Anglais les avaient réunis dans un endroit, et parmi eux, il y avait des champions du monde d'échecs, il y avait des gens qui étaient recrutés en faisant les mots croisés dans le journal, il y avait des linguistes, il y avait bien sûr des gens qui faisaient de la crypto, il y avait des mathématiciens, il y avait Turing parmi eux. Mais ce qui a fait que ça a marché, c'est parce que ces gens, ils travaillaient en groupe, et que ce qui fait avancer, si l'idée que vous n'avez pas, elle vous est apportée par quelqu'un qui n'a pas le même profil que vous, qui n'a pas fait les mêmes études que vous, qui ne vient pas du même domaine. Donc, ça, c'est vrai au quotidien, et ce travail de sécurité informatique et ce travail sur la cryptographie, c'est beaucoup un travail collectif. Vous voyez, ça fait appel à ces compétences en mathématiques, en informatique. C'est important d'en comprendre
un peu pour savoir ce qui se passe, mais après, quand on fait de la recherche dans ce domaine-là, eh ben, c'est chacun qui apporte, c'est pas une personne toute seule qui fait les trucs, et c'est le travail collectif qui est d'ailleurs ce qui est super agréable à vivre au quotidien, qui fait qu'on a des résultats et qu'on fait avancer la science. Voilà, mais je vous remercie pour votre écoute et merci encore pour l'invitation.